Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et aujourd'hui nous allons parler des mondes invisibles. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps avec vous. Alors je l'ai déjà traité, approché de plein de façons différentes et voici une nouvelle proposition. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder parce qu'il est essentiel. Peut-être pour deux raisons. La première serait que le monde ne se limite pas à ce que nous percevons avec nos 5 ou 6 sens. Ça ne se limite certainement pas à ce que nous voyons. Et d'autre part, c'est un sujet passionnant. Un sujet infini et passionnant. Et au-delà d'être passionnant, avoir conscience que le monde ne se limite pas à ce que nous voyons, en avoir conscience et comprendre un petit peu le fonctionnement de l'invisible, ça nous permet de surfer sur la vague, c'est-à-dire d'être et d'agir avec ce qui est réellement, et pas uniquement ce que nous voyons. Ça nous permet d'aller au-delà de ce que nous vivons habituellement. Ça permet de vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre. Et donc, ça nous permet d'être libre, de choisir ce que l'on veut vivre, de créer la vie de nos rêves. En fait, le principe est le même que pour une machine. Si vous voulez utiliser un appareil et que vous ne savez pas comment l'utiliser, vous risquez de tâtonner longtemps et de ne peut-être jamais obtenir le bon fonctionnement de l'appareil, et donc de ne jamais obtenir ce que vous souhaitiez faire avec l'appareil. Et là, en fait, c'est la même chose. Si dans une vie on ignore les mondes invisibles, et si a fortiori on n'en a pas la compréhension, alors comment réaliser la vie que nous souhaitons réaliser? C'est juste pas possible. Parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, la connaissance de ce qui permet de vivre ce que l'on souhaite se faire vivre. Et ce mode d'emploi, on ne l'a pas parce qu'on ne nous l'apprend pas. Parce que dans notre conception occidentale, matérialiste des choses, ayant complètement mis à mal les religions, les traditions, les connaissances ancestrales, nous nous sommes focalisés sur ce que nous voyons. Et les sciences se sont d'autant plus focalisées sur ce qu'elles percevaient. Et tout ce qui n'est pas démontré scientifiquement est considéré comme n'existant pas. Évidemment, on en a tous une perception plus ou moins intuitive ou plus ou moins issue de l'expérience. On a tous la perception qu'il existe des choses que l'on ne voit pas. Mais est-ce que pour autant, nous nous sommes plongés complètement dans la perception de ces choses, dans leur compréhension, et évidemment, a fortiori, dans le comment nous pouvons œuvrer avec cet invisible, pour nager dans le sens du courant, pour surfer sur la vague. Je vais essayer d'être synthétique sur le sujet. C'est tellement vaste que c'est difficile d'en appréhender tous les aspects, ne serait-ce que par la connaissance et l'expérience, et encore plus de les résumer dans une vidéo. Et quelques-uns de ces aspects ont déjà été traités dans d'autres vidéos que je vous ai proposées. Je vous ai notamment parlé des égrégores, de l'intention. Je vous ai un petit peu évoqué ce qu'étaient les forces temporelles et spatiales, par exemple au travers du Yotish ou du Feng Shui, ou Feng Shui, dites comme vous voulez. Mais ce qui me pousse à revenir sur ce sujet, c'est qu'il est vraiment capital. Je vous ai sûrement déjà évoqué le fait que la connaissance est nécessaire à la liberté, et que l'ignorance, c'est l'esclavage. Encore une fois, si on joue un jeu dont on ne connaît pas les règles, c'est-à-dire si on est ignorant des règles, comment jouer au jeu, et éventuellement, comment avancer dans le jeu et comment gagner. C'est pas possible. Il faut donc de la connaissance pour cheminer dans le jeu. Et c'est la même chose dans la vie. Sans connaissance, on ne peut pas avancer. Sans connaissance, on ne peut pas se réaliser. Sans connaissance, on ne peut même pas survivre. Alors évidemment, aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous permet de survivre sans connaissance. Mais pensez à nos ancêtres.
sans la connaissance des éléments, sans la connaissance de l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils n'avaient même pas de quoi se nourrir, se protéger ou s'abriter. La connaissance est donc essentielle. Et plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, évidemment. Et en même temps, plus on a d'outils pour cheminer, pour être maître de son destin, pour être libre. Si je reprends l'exemple de la machine, je suis esclave de la machine si je ne sais pas comment elle fonctionne. J'essaye de la faire fonctionner, je m'agace, ça donne pas de résultat. Je suis donc victime, esclave de la machine. Je n'ai même pas la connaissance pour éventuellement fabriquer une machine qui pourrait servir mes desseins. Par contre, si je comprends parfaitement le fonctionnement de la machine, alors à la fois je peux la faire fonctionner, je peux même envisager de l'améliorer, ou d'en fabriquer une qui est encore plus adaptée à mes besoins. Et pour ma part, sur le chemin de la connaissance, j'ai commencé par les sciences. Je croyais que les sciences allaient m'apporter de la connaissance, qu'elles allaient me permettre de comprendre le monde. C'était ça, mon illusion, quand j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Et du coup, j'ai commencé des études scientifiques, pas à 12 ou 13 ans, un peu plus tard. Et j'ai étudié la physique, pas mal, plein d'aspects de la physique, jusqu'à la mécanique quantique. J'ai étudié la biologie, pas mal. J'ai étudié la chimie aussi, beaucoup. Et à un moment, je suis arrivé dans ces études. Alors c'était des études en haute école, des études d'ingénieur. Et à un moment, je me suis rendu compte que les sciences m'apportaient pas beaucoup de connaissances. Parce que elles étaient toujours fondées sur des principes simplificateurs. C'est-à-dire qu'il s'agit de simplifier un environnement, un domaine, un sujet extrêmement complexe, de le ramener en utilisant par exemple des constantes, ou en utilisant des hypothèses de travail, ou en utilisant des conditions idéales d'étude. Donc de le ramener à un ensemble simple et compréhensible pour pouvoir l'étudier. Alors évidemment, les grands modèles fonctionnent, mais les grands modèles représentent à peu près la réalité, mais certainement pas dans sa finesse et sa complexité. Les grands modèles sont un résumé, les grands modèles scientifiques sont un résumé de la réalité. Une première approche, mais ne tiennent vraiment pas compte de l'infinie complexité du réel. Alors je me suis retrouvé un petit peu dans une impasse. Pendant un temps, je me suis mis aussi à étudier l'humain, en commençant par l'anatomie, la biologie, la physiologie, ensuite la psychologie, puis je suis allé sur le comportemental, et pour finir sur le gestuel et le postural. Là encore, je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais était extrêmement limité parce que simplifié. Et dans ma recherche de connaissances, alors je me suis tourné vers les traditions, vers les écoles de connaissances ancestrales, vers certaines religions aussi pour les étudier. Et là, j'ai commencé à toucher un domaine, s'est ouvert à moi quelque chose qui n'était plus dans la simplification, qui était dans le vrai, qui était dans la perception que l'homme pouvait avoir par l'expérience du réel. Et dans la perception peut-être immatérielle, extrasensorielle, que l'on pouvait avoir de l'ensemble du réel, qui ne se limite pas à ce que nous percevons. Et cette distinction, elle est hyper importante, elle est fondamentale. Lorsque l'on étudie en science quelque chose, un principe, on va avoir deux voies d'étude. Une voie théorique, qui va être extrêmement mathématique, généralement, même dans les sciences humaines, et une voie pratique, qui va se faire au travers d'une perception secondaire du réel. Perception secondaire parce que entre le réel et notre perception, il y a toujours un instrument de mesure. C'est-à-dire que lorsque l'on observe
un phénomène physique, par exemple, ou lorsque l'on observe un phénomène biologique ou une réaction chimique, il y a toujours entre le phénomène et nous un instrument de mesure. Donc nous n'observons jamais un phénomène directement. Nous observons la mesure ou le grossissement, s'il s'agit d'un microscope par exemple, du phénomène. Et nous l'observons avec nos 5 sens. Généralement c'est la vue, parfois l'ouïe aussi. On n'est donc pas dans une perception directe. On est déjà dans quelque chose de biaisé, de tronqué, de changé par un instrument. Biaisé parce que l'instrument ne reflète pas le réel. L'instrument reflète la perception que l'instrument est capable d'avoir du réel, avec ses propres limites, dues à sa conception par exemple, ou dues à ce pourquoi il est prévu, c'est-à-dire ce pourquoi il a été calibré, ce qu'il est destiné à observer. L'instrument est donc très limité, il est conçu pour observer quelque chose, il y a peut-être autre chose juste à côté, mais ce quelque chose à côté, si l'instrument n'est pas prévu pour le voir, il ne le verra pas. Donc en ça, la démarche scientifique, bien que très intéressante intellectuellement, dans sa rigueur d'approche et dans sa méthodologie, ne donne que des résultats très limités et que des interprétations. Et comme nous rajoutons une couche d'interprétation, en fait, nous interprétons une interprétation. Vous voyez où je veux en venir ? La démarche scientifique, les sciences, ne permettent pas d'appréhender le réel dans son infinie complexité, dans son infinie subtilité. Alors que nous avons des outils en nous, nous avons des perceptions en nous, notamment des capacités de perception extrasensorielle qui nous permettent d'appréhender le réel dans sa complexité, dans sa finesse. Et en ça, à nouveau, plus nous acquérons de connaissances, plus nous pouvons affiner notre recherche et notre compréhension du réel. Voilà, après cette longue présentation sur comment j'en suis arrivé là, et j'espère qu'il va vous inspirer l'envie d'expérimenter par vous-même, avec tout ce que je vais vous dire dans quelques instants, revenons au monde de l'invisible. Bon, la démonstration de l'existence de l'invisible n'est plus à faire, on est d'accord. Bon, je peux reprendre l'exemple tout bête des ondes radio. Les ondes radio, on les voit pas, et pourtant quand on allume le poste de radio, on entend le produit de ce qui a été transporté par les ondes radio. L'air, on ne le voit pas, on le respire, ça nous permet de vivre. Il n'y a donc pas à faire la démonstration de l'existence de l'invisible. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et encore une fois, tout ce que je vais vous présenter, c'est pour que vous ayez des éléments de conscience et de connaissance qui vont vous servir à vivre dans le vrai, à vivre dans le réel, et du coup à avoir une plus grande liberté d'action et une plus grande capacité de vous réaliser et de réaliser ce que vous souhaitez vous faire vivre. C'est vraiment ça l'objectif. Comprendre pour être en harmonie avec ce qui est, et non pas nager à contre-courant. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai déjà abordé ces sujets des mondes invisibles, des forces invisibles, au travers des égrégores, de l'intention, du yotish par exemple, ou du feng shui. Je vous invite à regarder les différentes vidéos dans lesquelles je traite ces sujets, que je ne vais pas développer à nouveau ici, mais je vais juste les rappeler rapidement, pour poser le contexte et quelques bases de ce qui est présent autour de nous, en nous. Peut-être que je vais commencer par rappeler que ce que nous voyons représente quasiment rien dans la part de ce qui est. Ce que nous voyons, la matière, ce que nous croyons pouvoir toucher par exemple, c'est rien au regard de tout ce que nous ne pouvons pas toucher. C'est une infime part du réel. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Voilà, si on le reprend sous un aspect scientifique, des connaissances actuelles, la matière est constituée d'atomes. Les atomes sont eux-mêmes constitués de particules plus petites, noyaux, électrons.
Le noyau est lui-même constitué de particules plus petites. Des quantas par exemple, des quarks. Et quand on dit particules, on imagine grande matière, un grain de sable tout petit, une poussière. Mais c'est même pas ça. Si je vous parle par exemple de l'électron qui représente de l'énergie, l'électron ou les électrons qui gravitent autour d'un noyau d'atomes, un noyau de matière. Évidemment, ça n'existe pas, ça. C'est juste une conception scientifique. On est capable de démontrer l'existence de l'électron, et en même temps, l'électron n'existe pas. On démontre l'existence de quelque chose qui est une forme d'énergie, mais c'est pas une particule. On dit que ça se comporte comme une particule. Mais c'est juste pas une particule. On n'est pas capable de le prendre en photo. Il n'y a pas de photo d'électron, par exemple. Il y a toujours, et puis même dans le cas d'une photo, ça serait vrai, un appareil entre ce que l'on observe et nous. Donc effectivement, on a des appareils qui permettent de détecter les électrons. Mais qu'est-ce qu'on détecte? On détecte quelque chose, mais pas une particule, pas quelque chose que nous sommes capables de prendre en photo. On détecte une énergie. On appelle ça une énergie. Mais en même temps, ce mot est hyper vague. Parce que des formes d'énergie, il y en a plein, et notre vocabulaire est complètement limité pour les décrire. Toutes les formes d'énergie différentes qui existent, que l'on est capable de mettre en évidence scientifiquement, portent le même mot, le même nom, énergie, alors que ce sont des choses très différentes. Et donc, dans les mondes invisibles dont nous parlons aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a plein de choses différentes auxquelles on va toutes donner le même nom. Énergie, force. Alors que ce sont des choses très différentes, qui participent d'un même principe, je vous l'accorde, mais qui sont quand même fondamentalement très différentes. Mais bon, utilisons le vocabulaire dont nous disposons. Énergie. Donc cet électron est une énergie. Mais il n'existe pas en tant que particule, il n'existe pas en tant qu'objet. Il existe, il est. Et pourquoi je vous parle de l'électron? Je vous parle de l'électron parce que si on prend un atome, donc ce que l'on considère être comme la plus petite entité de matière, même si on est capable de subdiviser l'atome en particules élémentaires plus fines, plus petites. Mais prenons l'atome et son électron. Donc l'atome, voyons-le comme une petite boule avec un électron, une autre petite boule qui tourne autour, sans toucher l'atome. L'électron tourne autour de l'atome sans le toucher. Eh bien, le volume occupé par l'atome et l'électron est des milliers de fois supérieur à la taille de l'atome et de l'électron réunis. En gros, c'est exactement la même chose que dans l'univers. L'espace qu'il y a entre les planètes et les étoiles est bien plus vaste que la somme des volumes occupés par les planètes et les étoiles. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que, au niveau de l'atome, comme au niveau de l'univers, il y a beaucoup plus de vide que de plein, si tant est qu'on puisse considérer que le noyau ou l'électron soit du plein. Et donc ce que l'on regarde, ce que l'on voit, est une illusion complète. On voit du plein là où en fait il y a majoritairement du vide. On voit quelque chose de solide là où majoritairement il n'y a rien. Il n'y a rien si ce n'est des forces, des énergies. Alors là, en l'occurrence, on parle d'énergie électromagnétique, c'est comme ça qu'on les appelle. Cette énergie qui fait croire qu'un atome avec son électron c'est quelque chose de plein, bien c'est une force électromagnétique faible. Non, je suis désolé, là je vous gaffe peut-être un petit peu de notions scientifiques. Et en même temps, c'est important d'aborder ce sujet sous cet angle-là. Ça permet de comprendre que nous percevons quelque chose d'illusoire. Et nous avons une telle croyance dans cette perception que lorsque nous touchons quelque chose, nous croyons que c'est dur et solide. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, puisque nous touchons en fait du vide. Et le nous, c'est aussi du vide. Une somme d'atomes
qui majoritairement est du vide. Donc en fait, quand on touche quelque chose, c'est juste une interaction entre différentes forces électromagnétiques. Vous voyez où je veux en venir? À partir du moment où on a cette compréhension-là, cette compréhension que ce que nous percevons avec les yeux n'est vraiment pas ce qui est réellement, à partir du moment où nous avons la compréhension que le monde est constitué de force, d'énergie, et non pas de matière, alors nous pouvons commencer à entrevoir le fait que, au-delà de ce que nous croyons percevoir comme étant de la matière, il existe une infinité de choses que nous ne percevons pas et qui sont en fait les mondes invisibles, les forces qui régissent ce qui est, qui sont le ce qui est. Le ce qui est avant tout invisible. Ce que nous percevons avec nos yeux est une infime partie de ce qui est. Et en plus, ça nous donne une croyance qui est fausse. Nous croyons que quelque chose est solide, dur, que c'est de la matière, alors que ce n'est que de l'énergie. Et, grande révélation, une bonne nouvelle, nous avons le pouvoir d'agir sur toutes ces énergies, ou avec toutes ces énergies. Nous avons le pouvoir, donc, d'agir sur ce que nous appelons la matière. Alors on ne le fait pas, et puis on n'utilise pas ce pouvoir, et puis on ne sait même pas qu'on a ce pouvoir. Ne serait-ce que parce qu'on croit que la matière existe réellement en tant que matière, qu'elle est dure et solide. Alors que ce sont juste des énergies qui sont un petit peu plus impénétrables que d'autres. Par exemple, l'air est facilement pénétrable, alors qu'un caillou est difficilement pénétrable, mais ce sont juste des niveaux d'énergie, des condensations d'énergie différentes, des structures d'énergie différentes. Et une fois qu'on a compris ça, on peut, en adaptant notre énergie à nous, interagir avec toutes les formes de condensation d'énergie, avec toutes les formes d'énergie. Et on peut, par exemple pour le caillou, le transpercer. Mais n'allons pas aussi loin, n'allons pas si vite en besogne. Et puis c'est même pas un objectif. Quel est l'intérêt de transpercer un caillou? Donc, ce extrêmement long préambule étant posé, j'espère que vous commencez à vous faire à l'idée que l'invisible est bien plus étendu, bien plus vaste, bien plus réel que le visible. Le visible n'est vraiment qu'une illusion, et que nous évoluons dans un monde où l'invisible prédomine. Étant convaincus de ça, étudions comment nous pouvons vivre en harmonie avec cet invisible. Donc je reviens rapidement sur l'égrégore. L'égrégore, c'est une forme d'énergie qui existe à force d'intention. Là aussi, je vais utiliser beaucoup le mot intention, volonté, parce que notre vocabulaire est très limité. Et je vais lui donner, au mot intention, différentes significations. Mais partons de quelque chose que nous souhaitons, une volonté, quelque chose que notre intellect conçoit et met en œuvre par l'action. Que cette action soit matérielle ou immatérielle. Je vous avais parlé dans la vidéo qui traite des égrégores, par exemple, d'une relation. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, se crée un égrégore dans l'invisible, un égrégore énergétique, une trace énergétique. Plus nous nourrissons la relation, plus cette trace énergétique grandit. Sans revenir dans le détail de cette compréhension, je vous avais expliqué que nous pouvons nous servir des égrégores simplement pour amener à nous ce que nous souhaitons nous faire vivre. Si par exemple vous vous connectez à l'égrégore de quelqu'un qui a réussi, qui a eu du succès dans un domaine en particulier, si par exemple vous êtes musicien et que vous vous connectez à l'égrégore d'un grand interprète, alors vous bénéficiez de cette trace énergétique créée par ce grand interprète, trace énergétique qui est toujours vivante, quelque part, et qui est toujours alimentée, parce que plein de gens écoutent ce grand interprète,
parce que plein de gens se connectent involontairement à son égrégore et donc le nourrissent, alors vous bénéficiez de quelque chose, d'une énergie, d'une connaissance immatérielle, issue de ce grand interprète, et qui peut vous permettre d'améliorer votre propre interprétation. Voilà un exemple pris parmi des milliers. Si au contraire, vous nourrissez tous les jours de la peur, par exemple de la peur parce qu'il y a des guerres ou de la peur parce que l'économie ne va pas bien, alors vous nourrissez un égrégore de peur. Et cet égrégore de peur vous emprisonne dans la peur. Pour sortir de cet égrégore-là, une seule solution. Lorsque vous pensez à ces guerres ou à la situation économique, arrêtez de penser tout de suite. Coupez la pensée, laissez-la passer. C'est le seul moyen de couper votre relation à l'égrégore de peur, de cesser, de laisser l'égrégore de peur avoir une emprise sur vous et sur votre destin. Parce que cet égrégore de peur vous maintient au niveau de la peur et vous empêche donc de vivre autre chose que de la peur. Il vous phagocyte, littéralement. C'est ça le principe des énergies de l'invisible. Lorsque l'on y est lié, on est lié à ces énergies de l'invisible. Si c'est une énergie de peur, vous êtes maintenu dans la peur. Alors autant se couper des énergies de peur, sauf si c'est la peur que vous voulez vivre dans votre vie. Mais si vous voulez vivre autre chose, coupez avec l'égrégore de la peur. Chaque fois qu'une pensée de peur se manifeste en vous, laissez-la de côté. Remplacez-la par exemple par une énergie, par une pensée de gratitude. J'ai déjà abordé la gratitude aussi dans de nombreuses vidéos. Je ne reviens pas sur le sujet, mais allez voir ces vidéos pour savoir comment faire. Comment faire pour vous mettre dans un état de gratitude et donc remplacer, par exemple, une énergie, un égrégore de peur par un égrégore de gratitude qui va être beaucoup plus porteur pour vous permettre de vivre ce que vous souhaitez vous faire vivre. Mais je sais, je suis désolé, cette vidéo est un petit peu longue, mais ces sujets sont hyper complexes et tellement importants. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne se rend pas compte à quel point se connecter à ces énergies de l'invisible permet de changer radicalement nos vies. Radicalement. Mais c'est tellement fin, tellement subtil. Et comment dire, on est tellement ancré dans des modes de fonctionnement inconscients que ouais, au début, il faut un petit peu de volonté, un peu de temps pour que on puisse, par exemple, quitter l'emprise qu'ont les égrégores négatifs sur nous pour les remplacer par une emprise d'égrégores qui nous sont favorables, qui sont favorables à notre épanouissement. Un autre sujet que j'avais déjà abordé dans l'invisible est l'intention. L'intention vue comme une force qui est à l'origine de la cohésion du monde. Une force invisible, un monde invisible, où tout ce qui est, ou tout ce qui est manifeste est en germe. Tout ce qui se manifeste dans le réel perceptible, est en germe dans l'intention, dans cette force invisible nommée l'intention dans les traditions chamaniques par exemple, et auquel on peut donner d'autres noms. Moi j'utilise l'intention, car j'aime bien ce concept, cette compréhension des choses, car le mot exprime vraiment qu'il y a dans l'invisible une intention, une volonté, qui va se manifester à un moment dans le réel, dans notre réel perceptible. Et bien là aussi, se connecter à cette intention immatérielle, invisible, avec la volonté, l'intention de saisir ce qui est sur le point de se manifester, donc de se connecter au réel en devenir, qui n'est pas encore là, mais qui est en devenir, c'est un excellent moyen de vivre dans le réel. Et c'est aussi un excellent moyen d'être en accord, en harmonie avec ce qui est, donc de surfer sur la vague, de ne pas nager à contre-courant. Et comme pour l'égrégore, pour se connecter à l'intention, il suffit de vouloir se connecter à l'intention. Alors je reviendrai à la fin de la vidéo sur
comment, lorsque l'on veut, lorsqu'on a l'intention de se connecter à l'intention ou à un égrégore, comment faire. Vous allez voir, la technique est hyper simple. Et en même temps, elle est si simple qu'on ne l'utilise pas parce qu'on se dit que c'est trop simple. Et en même temps, elle est simple, mais elle demande un petit peu d'entraînement. Évidemment, on n'a tellement pas l'habitude de l'utiliser que, au début, nous ne serons pas suffisamment concentrés, suffisamment alignés, suffisamment justes dans notre démarche pour que ça se manifeste tout de suite. Et en même temps, avec de l'entraînement, ça marche. Ça marche très bien. Alors, j'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos le Yotish, ou le Feng Shui, ou le Yuan Feng, ou le Bazeu, ou simplement l'astrologie. Toutes ces sciences qui permettent de comprendre la temporalité, la spatialité. Par exemple, le Yotish décrypte, c'est une forme d'astrologie, c'est l'astrologie védique, décrypte la position planétaire à un moment donné pour donner une compréhension spatiale et temporelle d'une réalité à un autre moment donné, ou à ce même moment donné. Ça parle d'influence énergétique invisible qui conditionne tout ce qui est. Un petit peu comme si finalement il y avait une partition universelle qui était la conséquence, le produit du positionnement de chaque astre et de l'intrication de chaque énergie à un moment donné. Même chose pour le Feng Shui, ou Feng Shui, avec une dimension spatiale peut-être plus concrète, plus pragmatique. En fait, tout ça, ça nous dit qu'il y a une prédisposition en fonction de la position des astres, en fonction des énergies invisibles, à tout ce qui est. Alors ça parle pas de fatalisme, ça parle pas de destin, ça parle pas de quelque chose qui est écrit. Ça parle d'une prédisposition. Si je devais prendre un exemple plus concret, plus facile à percevoir, si je suis de bonne humeur, je suis plus prédisposé à voir la vie du bon côté. Si je fais chauffer de l'eau, si je fais bouillir de l'eau, cette eau est plus prédisposée à faire cuire des pâtes que si elle est froide. Si je construis des fondations pour une maison, alors le terrain est plus prédisposé à recevoir une maison. Si je laboure la terre dans mon jardin, alors la terre est plus prédisposée à recevoir mes semis. C'est de ce type de prédisposition dont je parle. C'est pas une fatalité. C'est pas parce que j'ai labouré la terre et semé des semis que j'aurai des plantes. Mais c'est une prédisposition. Eh bien, à l'échelle de l'invisible, c'est pareil. À chaque instant, il y a une configuration énergétique, à chaque instant et à chaque lieu, une configuration invisible qui prédispose à tel ou tel type d'action, à tel ou tel type d'avènement du réel, de matérialisation de quelque chose. Avoir la connaissance de ces sciences, ça permet à chaque instant, au moins chaque jour, de savoir ce qui va nous permettre de surfer sur la vague. C'est-à-dire que si le courant va dans un sens, ça va nous permettre de nager dans ce courant, et non pas à contre-courant. Si le jour, par exemple, est propice à avoir une action concrète avec la nature, eh bien, cette action portera plus de fruits que si le jour n'est pas propice à avoir cette action concrète avec la nature. Si l'énergie est en lien, par exemple, à un moment donné, avec l'argent, alors c'est à ce moment qu'il serait pertinent d'agir pour gagner plus d'argent, ou pour mettre en place un projet qui nous permettra de gagner de l'argent, ou pour chercher un boulot, enfin peu importe. L'argent étant symbolique ici, l'argent étant une forme d'énergie. Donc c'est un moment propice à ce que l'énergie de la fluidité, de l'échange, représentée par l'argent, dans notre concrétisation matérielle, soit propice. Donc un contexte énergétique invisible, propice à ce que ce type d'énergie se révèle ou circule plus facilement, comprenez-le comme vous voulez, en tout cas se matérialise plus facilement
dans le réel, dans le concret. Donc voilà à différents niveaux ce que donnent les compréhensions du Yotish, du Feng Shui, du Han-Fun ou du Baze. Bon là, je vous parle que de conception orientale. On avait les mêmes compréhensions dans nos traditions. Alors, d'une part, je les ai pas vraiment étudiées, donc je peux pas vous en parler. Et d'autre part, ces connaissances ont largement été rompues. Elles existent encore chez quelques personnes, et leur transmission existe encore, mais il y a vraiment eu des ruptures de connaissances en Occident sur toutes ces sciences ancestrales issues de l'expérience. Et en disant ça, je boucle la boucle. C'est par notre expérimentation, par notre expérience, par l'expérimentation scientifique, mais liée à l'intuition, liée à la perception intuitive et extrasensorielle d'individus qui ont étudié ça pendant des millénaires, enfin, une somme d'individus qui ont étudié ça pendant des millénaires, que ces connaissances ont été érigées. Et c'est là leur intérêt. Elles viennent de l'expérience. Elles ne viennent pas d'une mesure via un instrument de mesure, elles viennent de l'expérience. Et vous, moi, chacun d'entre nous peut expérimenter, non seulement avoir accès à cette connaissance par l'apprentissage, mais l'expérimenter directement dans nos vies. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça vraiment qui a de la valeur. Vous avez accès à la connaissance des mondes invisibles, grâce à quelques connaissances extérieures, notamment les techniques que je vous ai évoquées, et puis par votre propre expérimentation. Vous avez le pouvoir de vivre, d'investiguer, de pénétrer les mondes invisibles, et donc de les comprendre par vous-même, par votre propre expérimentation, grâce à ces quelques clés d'entrée que je vous donne vidéo après vidéo et que vous retrouverez dans toutes les traditions, dans tellement d'écoles de connaissances différentes, avec à chaque fois des chemins, des propositions différentes, mais qui conduisent toutes à la même chose. Percevoir le réel dans son ensemble tel qu'il est au-delà de l'illusion du visible. Et voilà. Alors ce troisième préambule fini, nous arrivons à peut-être ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, un nouvel aspect de comment créer la vie que nous souhaitons nous faire vivre. Eh bien, c'est hyper simple. Sans développer le lien qu'il y a entre notre pensée, notre sagesse intérieure ou notre âme, et le réel dans son ensemble, donc dans le visible et dans l'invisible, et surtout dans l'invisible, sans développer ce lien, ayez la certitude et expérimentez que une pensée, une volonté, lorsqu'elle est parfaitement parfaite en pensée, lorsqu'elle est parfaitement juste, c'est-à-dire en accord avec votre sagesse intérieure, lorsqu'elle vous habite pleinement, va se concrétiser. C'est-à-dire que quoi que vous souhaitiez vivre, quoi que vous souhaitiez vous faire vivre, quoi que vous souhaitiez obtenir dans la vie, quoi que vous souhaitiez matérialiser, vous pouvez le faire simplement par la force invisible de votre intention, de votre volonté, de votre pensée, à partir du moment où ça vous habite complètement et que c'est en accord avec votre sagesse intérieure. Et vraiment, quel que soit ce que vous souhaitiez vous faire vivre, à partir du moment où ça vous habite complètement, où c'est juste, alors ça va se matérialiser. Mais alors, peut-être pas dans une temporalité immédiate, c'est-à-dire avec une temporalité qui nous échappe complètement. Mais ça va se matérialiser à un moment. Quel que soit le truc, même si vous voulez une Ferrari rouge. Alors évidemment, ça part de là où vous êtes. C'est-à-dire que si vous gagnez 2000 € par mois, la Ferrari rouge ne va pas se manifester demain. Mais en revanche, si vous êtes pleinement habité par la volonté d'obtenir la Ferrari rouge et que vous mettez en œuvre les actions cohérentes, alors ça va advenir, ça va venir. Un jour, vous aurez la Ferrari rouge. Et là, je parle d'un objet matériel, mais c'est évidemment valable pour une relation,
pour obtenir un job, pour réaliser un projet dans sa vie, n'importe, à partir du moment où vous le voulez, où cette volonté est, vous habite en permanence, et qu'elle est juste, et que toutes vos actions vont dans le sens de cette volonté, alors ça va se matérialiser. Donc quand je dis à partir du moment où cette volonté vous habite en permanence, si vous souhaitez réaliser un projet, quel qu'il soit, et que, après avoir réfléchi pendant 3 heures au projet, vous vous videz le cerveau en allant sur les réseaux sociaux ou en regardant Netflix, et que vous repensez au projet, on va dire 3 jours plus tard pour y travailler à nouveau 1 heure, vous n'êtes pas en train de créer un flux énergétique, un flux invisible, une interaction avec l'invisible très forte. En fait, vous émettez des petits signaux de temps en temps que oui, éventuellement, vous aimeriez que ce projet se réalise. En revanche, si jamais votre volonté, votre pensée ne lâche le projet, si elle est toujours plus ou moins en lien avec le projet, et si vous mettez en œuvre des actions, quelles qu'elles soient, aussi petites soient-elles, en lien avec ce projet, alors vous êtes en train de créer à la fois un égrégore puissant, à la fois vous connecter à l'intention de façon ferme, et à la fois en train de matérialiser par vos actions quelque chose qui va dans le sens de votre projet. Quel qu'il soit, que ce soit un projet de relation, un projet de concrétisation, un projet matériel, immatériel, peu importe, quel qu'il soit. Donc ça parle dans un premier temps de volonté, d'une pensée parfaitement parfaite par la volonté en pensée, d'une intention soutenue par une action. Et dans un deuxième temps, ça parle de confiance. Quand je vous dis que ce projet, cette intention, cette pensée doit vous habiter parfaitement, c'est que dans cette façon de vous habiter, elle doit être soutenue par la confiance. La confiance que ça va se matérialiser, se réaliser, se concrétiser à un moment ou un autre. Et cette confiance, elle doit être sans faille, elle est vraiment pleine. C'est la confiance que ça va se faire, peu importe quand, et en même temps sans attendre de résultat. Ça paraît un petit peu contradictoire, et pourtant c'est nécessaire. On œuvre, c'est-à-dire on pense, on réfléchit, on met toute notre énergie, tout notre amour, on agit dans la direction d'un projet. On a la parfaite confiance que ça va se réaliser, se matérialiser, se concrétiser. Et en même temps, on n'a aucune attente. Et là, lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, que vous allez percevoir dans l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous vivez ça, vous le ressentez. Il y a quelque chose à l'intérieur qui dit « ouais, je suis parfaitement dans la volonté de réaliser ce projet, je mets en œuvre les bonnes actions pour y parvenir, j'ai confiance que ça va se réaliser, et en même temps, je n'ai aucune attente sur la réalisation. Je sais que ça va se réaliser. » La différence, elle est très subtile, elle est difficile à expliquer, à conceptualiser. Par contre, elle se ressent vraiment dans le corps. Lorsque vous êtes dans cette forme de confiance, vous le ressentez, il y a l'intuition qui vous dit que oui, vous êtes dans la confiance que ça va se réaliser, sans pour autant être dans l'attente que ça se réalise. Et encore une fois, la temporalité de la réalisation ne nous appartient pas. Tout ce qui nous appartient, c'est être en lien indicible, invisible, avec le projet. Comme si le projet était déjà en germe, en train de se réaliser dans l'invisible, donc au niveau de l'intention, cette force invisible que je vous évoquais tout à l'heure, comme si ce projet était déjà en germe dans l'intention, et qu'il allait éclore à un moment, qu'il allait se manifester concrètement à un moment. On ne sait pas quand, ça ne nous appartient pas. Mais nous, on continue à nourrir notre projet par notre pensée, notre intention, par nos actions,
Et en étant dans la confiance, en ressentant la confiance qu'il est en train de se réaliser dans l'invisible, et que donc nécessairement à un moment il va se matérialiser dans le visible. Certains appellent ça les boucles de rétroaction. Une projection dans le futur qui fait que on appelle un futur donné, par exemple le futur dans lequel notre projet est réalisé, pour qu'il vienne à se réaliser. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des futurs possibles, on choisit celui que nous voulons voir advenir. Il y a plein de façons de l'expliquer. La loi de l'attraction en parle aussi, mais elle parle que d'un tout petit aspect de ce phénomène-là. En tout cas, moi je suis pas capable de dire s'il y a des boucles de rétroaction, c'est-à-dire si on choisit parmi un potentiel de futur existant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au travers de mes différentes expérimentations, et j'ai pu le vérifier, c'est pour ça que je fais cette vidéo cette semaine, j'ai pu le vérifier à des centaines de reprises, mais notamment là ces 2 dernières semaines, j'ai eu 4 exemples tellement flagrants, où je vivais cette confiance, à la fois j'œuvrais pour des projets, et je vivais cette confiance qu'ils allaient se réaliser, et ils se sont réalisés, évidemment. Et j'étais dans aucune forme d'attente, je savais que ça allait se réaliser. Et ça s'est réalisé, et très vite. Peut-être parce que je m'entraîne à la chose depuis longtemps, et que je commence à être un peu plus centré pour que mon intention résonne avec l'intention immatérielle du monde, y fasse naître un germe qui vient à se concrétiser. Comme avec l'égrégore. À force de s'exercer, à force de tendre vers un but, on crée une énergie immatérielle, invisible, qui nous lie à ce but, ou qui nous lie à la thématique de l'égrégore auquel nous nous connectons. Voilà, je suis vraiment désolé, je me rends compte que le sujet est tellement vaste que c'est difficile de l'aborder sous ces différents angles en restant clair. Différents aspects qui sont en même temps très entremêlés et qui nous sont tellement peu familiers. Mais s'il y a un truc à retenir, retenez juste ça. Si vous voulez réellement que quelque chose se concrétise, alors laissez ce quelque chose vous habiter pleinement. Dans votre pensée, dans votre esprit, si possible, dans vos actions, avec la confiance que ça va se réaliser, et sans attente aucune que ça se réalise. Et comment faire pour ça, me demanderiez-vous? On arrive à la dernière partie importante de cette vidéo. Se centrer. Parce que tout ça, ça fonctionne uniquement quand on est centré. Ou tellement mieux quand on est centré. Centré, là, pour le coup, on peut l'entendre de 2 façons différentes. J'ai déjà abordé ce qu'est le centrage. On peut l'entendre centré en son centre énergétique, et on peut l'entendre aussi comme centré sur un objectif, focalisé sur un objectif. J'aurais aimé vous proposer une méditation sur le centrage, mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le centrage, dans laquelle il y a une méditation pour se centrer. Réalisez cette méditation. Et lorsque vous êtes en votre centre, alors commencez à travailler votre intention par la volonté, votre intention immatérielle, tout en étant dans la confiance que propose le centrage. Et si je ne l'ai pas dit clairement jusqu'à présent, soyez convaincus, et vérifiez-le par vous-même, que cette pensée, cette volonté que vous aurez, elle va se traduire dans la matière, mais qui est une étape immatérielle. Que toutes ces énergies que nous produisons de façon immatérielle et souvent involontaire, encore une fois, nous ne sommes qu'énergie. La somme des atomes qui nous constituent ne sont que des flux d'énergie, si le mot énergie est approprié. Et notre pensée est une énergie, ne serait-ce que l'électricité et les neurotransmetteurs, les médiateurs chimiques, tout ça c'est de l'énergie dans notre cerveau. Les médiateurs chimiques dans notre cerveau et les neurotransmetteurs et l'électricité qui circule entre nos neurones, tout ça ce n'est que de l'énergie. Et au-delà de cette compréhension que nous avons du fonctionnement du cerveau, soyez conscients et assurés que
par cette activité cérébrale, nous sommes capables de produire d'autres formes d'énergie, invisibles, comme toutes les formes d'énergie à peu près, en tout cas que les sciences n'ont pas étudiées, ou alors un petit peu au travers de la mécanique quantique, et là je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la mécanique quantique pour un peu mieux comprendre ce dont je parle, pour un peu mieux percevoir ce phénomène de transmission d'informations invisibles, mais qui existe. Lorsque nous produisons de la pensée, une volonté, une intention, au-delà des actions concrètes que nous allons réaliser, se crée un champ énergétique qui va interagir avec l'invisible et permettre la concrétisation de ce que nous souhaitons vivre ou réaliser. Voilà, c'était vraiment un gros sujet. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous et que vous avez pu retenir les quelques notions essentielles que j'essayais de mettre en avant. Voilà donc pour ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui, partager avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'ici parce qu'elle était un petit peu longue, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un nouveau sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!